Vous l'avez entendu dans notre journal, hein, une actualité qui domine, une tragédie, celle de Liliana. Alors hier, un corps sans vie a été retrouvé tout près de Fleurance, dans le Gers, où Liliana a disparu le 29 mai dernier. Alors on attend bien sûr identification d'une part et autopsie de l'autre. Depuis la disparition de la fillette de 11 ans, le principal suspect donc, a été mis en examen, et en détention, et qui est bien sûr présumé innocent, a fait précédemment l'objet de plusieurs signalements et de plaintes, entre autres pour viol. Est-ce que pour vous, on est sur d'éventuelles défaillances individuelles qui conduisent à ce drame, ou est-ce que c'est un problème qui est, je dirais, davantage de l'ordre du systémique? C'est un problème systémique. D'abord, je vais dire évidemment mon soutien, ma compassion pour la famille. Ensuite, vous avez raison, il y a des dysfonctionnements qui sont des dysfonctionnements majeurs et qui, je pense, révèlent un problème systémique dans la prise en charge des violences sexistes et sexuelles et des violences à l'égard des enfants. Je crois qu'il y a eu 5 procédures qui visaient cette... Oui, il est visé entre autres par une plainte de 2025 qui n'a toujours pas été entendue. C'est ça. Une autre affaire classée sans suite qui devrait être examinée. Mais en tout cas, ça pose en tout cas à minima quelques questions. Évidemment, et ça doit conduire à des réponses qui sont des réponses politiques pour une prise en charge sérieuse de ces problématiques. On apprend par exemple qu'il a été manifestement licencié d'un emploi qu'il avait eu dans un lycée. Est-ce qu'il y a eu ensuite des signalements judiciaires? Il y a la question de la prise en charge et du respect de la parole des personnes qui viennent s'adresser à la police et à la justice sur ce sujet. Il y a la question des moyens qui sont consacrés à la lutte contre ces violences sexistes et sexuelles et contre ces violences à l'égard des enfants. Et donc, je forme le vœu que ça conduise à des réponses politiques qui sont à la hauteur du drame absolu que constitue malheureusement cette tragédie. Alors à ce propos, Sébastien Lecornu, le Premier ministre, reçoit ou convoque, peu importe le terme, le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux à Matignon tout à l'heure à 10h30. Il a chamboulé son agenda puisqu'il devait parler de narcotrafic. Vous attendez déjà des réponses sur ce que vous venez d'évoquer, ou est-ce que c'est une communication de crise nécessaire? Puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de réactions politiques. Je vous en soumets 3 rapidement. Olivier Faure pour le Parti socialiste, conséquence du manque de moyens de la justice, vous l'évoquiez aussi. Pour Marine Tondelier, pour les écologistes, c'est un fait social dans une société incapable de protéger femmes et enfants de ces violences sexuelles. Et puis Jordan Bardella qui voit le symbole de l'inaction des pouvoirs publics. Le Premier ministre doit répondre un petit peu dans l'urgence, où on attend des propositions éventuellement de ces 3 ministres-là? Il faut les deux, c'est-à-dire qu'il y a des enquêtes administratives qui sont nécessaires pour comprendre les dysfonctionnements. Et puis ensuite, il y a des réponses politiques qui sont nécessaires. Vous savez, sur les 8 dernières années, il y a plus de 70% des plaintes sur des violences à l'égard des enfants qui sont classées sans suite. Donc il y a une situation qui est une situation absolument anormale. Et donc j'espère que non seulement on va enquêter sur les dysfonctionnements dans cette tragédie, mais aussi qu'on va apporter des réponses pour lutter contre ce problème systémique. Alors bien sûr, nous allons suivre tout au long de la journée les évolutions de l'enquête sur notre antenne. Puisque je parlais de Sébastien Lecornu, il a évoqué cette semaine l'idée de demander à ses ministres des textes qui pourraient instaurer un système de casseurs-payeurs après les événements suite à la victoire du Paris Saint-Germain. Vous pensez que c'est utile d'avoir un projet de loi qui instaurerait ce système de casseurs-payeurs, pouvoir aller jusqu'aux prestations sociales? Absolument. Enfin, casseurs-payeurs, ça existe déjà. Ça s'appelle des amendes. Vous pouvez être condamné et on peut vous faire payer des amendes liées aux dégradations dont vous avez été Il parle de recouvrement par voie civile, éventuellement. Mais là, c'est autre chose. Ouais. C'est-à-dire que s'il s'agit maintenant d'infliger des sanctions collectives, par exemple d'aller sanctionner une famille parce qu'un enfant de cette famille a commis des dégradations, là, pardonnez-moi, mais à mon avis, on est sur une réponse qui est une réponse absolument pas la bonne, parce que précisément, vous allez viser des personnes qui ne sont pas responsables des faits qui ont été commis. Et si, je pense que personne, aucun parent n'est content de voir ses enfants infligés dans ce type d'affaires. Mais si vous êtes dans une situation qui est une situation, par exemple, sociale extrêmement difficile, c'est pas en faisant payer le reste de la famille, les autres enfants qui n'ont rien fait, parce que si vous vous attaquez aux prestations sociales, c'est les autres enfants, par exemple, qui vont en payer le prix. C'est pas comme ça que vous allez régler le problème. Vous opposeriez à ce que si un mineur les sanctions collectives, les sanctions sur les puisse prendre les prestations sociales, absolument, à la mer. Absolument. Je pense que c'est vraiment une mesure qui est d'abord démagogique et qui en plus aggraverait les problèmes plutôt que les résoudre. Pour le reste, quand qu'une personne est condamnée, elle est condamnée aussi à des amendes et donc d'un certain point de vue, elle contribue à payer les dégradations qu'elle a commises. Alors il y a eu une polémique au moment des
des événements post-victoire du Paris Saint-Germain, entre autres un post sur X de Clémence Guettet juste après la victoire du Paris Saint-Germain. Vous mettez en cause, vous, non pas les moyens mis en place, mais la doctrine du maintien de l'ordre dans ce genre d'événement. Oui. De quelle manière il faudrait faire ? On pourrait organiser, vous savez, la fête, ça s'organise. D'abord, je veux dire qu'on ne peut pas jeter le discrédit, l'opprobre sur l'ensemble des supporters parce que quelques personnes sont venues pour faire des dégradations. Et ensuite, si on n'organise pas, si on ne met pas en place, par exemple, ce qu'on appelle des fan zones qui permettent d'encadrer en fait les festivités, et ben malheureusement, ça se traduit par des dégradations. Et puis, il y a eu aussi dans la soirée de samedi soir, parfois des personnes qui sont venues tranquillement pour faire la fête et qui ont subi des tirs de gaz lacrymogène et qui se retrouvent en quelque sorte visées. Et donc, la faille, elle est double. Elle est double parce qu'elle empêche d'empêcher ces dégradations. Visées par des mortiers d'artifice. Évidemment, et il faut les soutenir. Mais la faille, elle est double parce que des personnes qui veulent venir faire la fête tranquillement, ils se retrouvent eux aussi ciblés et visés alors qu'ils n'ont commis aucune dégradation. Donc, moi, je veux faire remarquer que, par exemple, dans les communes, je prends l'exemple de La Courneuve, qui est une commune dirigée par un maire insoumis, Ali Diouara, il y a eu une fan zone qui a été organisée, la fête a été encadrée, ça s'est très bien passé. Donc, on peut faire en sorte que ça se passe bien. Mais pour ça, il faut changer de doctrine et il faut organiser ces festivités. Alors, il y a une question qui sera sans doute au cœur de la présidentielle, c'est celle du pouvoir d'achat. Alors qu'on le voit avec la crise au Moyen-Orient, avec des Français qui s'organisent eux-mêmes vis-à-vis de la crise, en consommant moins. On a remarqué les chiffres. Mais il y a un autre sujet sur lequel je voulais vous interroger, c'est ce que propose Gabriel Attal. Il l'a proposé lors de son premier meeting, ce qu'il appelle droit au brut. Et on va parler de la différence entre le salaire net et le salaire brut. Alors bon, vous êtes député de Marseille, c'est plutôt le slogan de l'OM, mais ce n'est pas le sujet. Il dit qu'il veut réformer le Code du travail et permettre de réduire l'écart entre le brut et le net en touchant aux cotisations sociales qu'il appelle les charges salariales. J'imagine que ce n'est pas votre façon d'augmenter les salaires. Je vais répondre, mais d'abord, pardonnez-moi, les Français s'organisent, ils n'ont pas le choix. Mais en l'occurrence, ils se privent surtout, plutôt que de s'organiser. Pourquoi ? Parce que vous avez un gouvernement qui répond absolument pas... C'est un peu du second degré quand j'ai utilisé j'entends bien, hein. Mais le gouvernement ne répond absolument pas aux problématiques de pouvoir d'achat aujourd'hui, et notamment sur l'augmentation des prix du carburant. Vous êtes toujours sur le blocage des prix. Mais évidemment. Écoutez, est-ce que vous savez qu'à l'heure où on se parle, le prix du gasoil à La Réunion est à 1,71 € par litre ? Pourquoi ce qui est possible à La Réunion n'est pas possible sur le reste du territoire français et en Hexagone en particulier ? Et pourquoi à La Réunion c'est 1,71 €? Parce qu'il y a des mesures de blocage des prix qui sont mises en place. Et le gouvernement ne cesse de dire c'est impossible parce que ça conduira à la pénurie, alors que précisément c'est fait là-bas et ça ne conduit pas à la pénurie. Pour le reste, la mesure de M. Attal est une arnaque. Parce que quand on fait croire aux gens que parce qu'on va maintenir le brut au même niveau, mais on va augmenter le net par rapport au brut, ce qu'on ne leur dit pas, c'est que par là même, on va réduire le financement de la protection sociale, de l'assurance maladie, du droit à la retraite, et que ce que les gens, d'un certain point de vue, on va le donner d'une main, on va leur retirer de l'autre. Ce qu'il faut, c'est un plan d'augmentation des salaires, bruts et nets. Ça commence par le SMIC, ça passe par l'indexation des salaires sur l'inflation. Aujourd'hui, la hausse des prix, elle n'est pas compensée par l'augmentation des salaires. Donc, c'est une baisse massive du pouvoir d'achat pour les Françaises et les Français. Donc, dans l'élection présidentielle qui vient, de 2027, avec Jean-Luc Mélenchon, nous porterons l'augmentation du SMIC et l'indexation des salaires sur l'inflation. C'est comme ça qu'on peut rendre du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français. Alors, rapidement, il y a eu deux instructions qui se sont terminées, qui concernaient la France insoumise. Une sur les assistants parlementaires européens de Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas de mise en examen, mais il y en a une autre où les mises en examen ont été confirmées sur des soupçons de surfacturation. Deux députés, M. Lachaud, Mme Chikirou. Est-ce que vous craignez un procès dans cette affaire-là ? Est-ce que vous considérez qu'il y a eu éventuellement surfacturation pendant la campagne de 2017 ? Absolument pas. Alors d'abord, c'est pas que les mises en examen ont été confirmées, c'est des procédures qui ont duré pendant 8 ans. L'une d'entre elles... 2018, voilà. Le fameux jour de la République, c'est moi. Exactement. Et pendant 8 ans, la France insoumise a subi quand même des campagnes de dénigrement mettant en doute sa probité. Il y a une des affaires, celle concernant les assistants parlementaires, où la justice a dit il n'y a pas de mise en examen, circuler, il n'y a rien à voir. Deuxième affaire, cette affaire des comptes de campagne. Il y a eu, au cours de la procédure des mises en examen, il n'y a pas eu de mise en examen supplémentaire. Et on a fait la démonstration, en tout cas la société Mediascope qui a accusé de surfacturation, a fait la démonstration qu'il n'y avait pas eu de surfacturation. Il y a eu une contre-expertise qui a été demandée. Il y a une contre-expertise qui a été demandée. Je veux faire remarquer que ça concerne les comptes de campagne présidentielle, et ni moi, qui en étais le directeur de campagne, ni Jean-Luc Mélenchon, qui en était le candidat, n'ont été même auditionnés par le juge dans cette affaire. Donc nous, on considère plutôt, si vous voulez, que la clôture de cette enquête est une bonne chose, et que, de notre point de vue, au vu des
éléments du dossier, elle devrait conduire à ce qu'il n'y ait pas de procès et qu'enfin on en finisse avec cette affaire qui a quand même servi pendant des mois et des mois à jeter l'opprobre sur la France insoumise. Alors dimanche, c'est le premier meeting de votre candidat, Jean-Luc Mélenchon. Alors est-ce que c'est un démarrage tonitruant de campagne ou est-ce que c'est pour vous un moyen de dire on est prêt, comme dit Jean-Luc Mélenchon, chez nous c'est carré et que jusqu'en septembre vous allez occuper le terrain, ou est-ce que vraiment demain c'est un meeting qui va compter dans cette campagne ? C'est un meeting qui va compter, c'est le meeting de lancement de la campagne de Jean-Luc Mélenchon et qui va s'inscrire dans la belle dynamique qu'on observe depuis la déclaration de candidature de Jean-Luc Mélenchon. À l'heure où je vous parle, on est à quelques centaines de signataires des 300 000 soutiens à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Si les gens qui nous écoutent veulent aider, il faut aller signer sur mélenchon2027.fr pour qu'on soit les 300 000 avant le meeting. Et puis dimanche, à Saint-Denis, à 15h, vous allez voir, on va faire un grand rassemblement populaire et qui fera la démonstration qu'aujourd'hui, autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, il y a une belle dynamique populaire et il y a la possibilité d'avoir une alternative au macronisme et de battre l'extrême droite. C'est là que ça se passe. Et moi, j'appelle toutes celles et ceux qui veulent construire cette alternative à venir la bâtir avec nous en étant présents dimanche au meeting. Très rapidement, dans un cadre où les autres... entre guillemets, anciens partenaires de gauche, cherchent un processus de désignation. Pour vous, c'est tout bénef. Écoutez, vous voyez bien qu'on en est maintenant à proposer une double primaire. Peut-être demain, on proposera des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales, des finales. Franchement, tout ça n'est pas sérieux. Au bout d'un moment, l'élection présidentielle, c'est dans moins d'un an. Il faut s'y mettre là, parce que sinon ils vont déclarer leur candidature une fois que l'élection présidentielle sera passée. Il y a une force qui est engagée, il y a un travail programmatique qui est engagé, il y a une dynamique autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. C'est là que ça se passe. Donc moi je dis aux écologistes, aux communistes, venez construire avec nous cette alliance populaire. On peut le faire ensemble et alors on sera, je crois, à la hauteur des défis qui se posent à la France pour l'année qui vient. On va suivre tout ça. Merci d'être passé sur le plateau de France Info. Bonne journée. Emmanuel Bompard.